Chevrolet relance la Volt, ou en fait, ils vont relancer des véhicules hybrides branchables, Alex, qui sont disparus de leur gamme depuis 2019. C'est ce qu'on a appris cette semaine. On vous dit tout, on va spéculer quel modèle sera électrifié, quand est-ce que ça s'en vient dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y. Alexandre, tu as sûrement été heureux de voir dans les nouvelles cette semaine que GM relançait le segment des hybrides branchables. Oui, j'ai vu ça. Puis je trouvais ça quand même assez particulier parce que moi, je me dis, sont-ils en train de refaire un marche arrière? Je pense pas que c'est marche arrière. Je pense que c'est plus un... On est vraiment dans le trouble. Puis là, ça, c'est le PDG de GM, Mary Barra, qui dit « On a très mal exécuté notre stratégie d'électrification en 2023. Clairement, vous l'avez mal exécuté. OK, parfait. » Puis évidemment, je pense qu'ils veulent regagner des parts de marché parce que là, Tesla, à peu près 60% des véhicules électriques aux États-Unis, c'est Tesla. Quand même grosse marque. BYD, plus grand vendeur de véhicules électriques au monde. La voiture la plus vendue au monde, dépassée le RAV4, la Corolla, c'est le modèle Y. Fait que là, tu sais, ça s'en vient. Donc, c'est un peu un genre de grand mea culpa, c'est ça? D'ailleurs, on a 2 grands mea culpa à faire cette semaine, Alex. J'ai fait une vidéo d'une borne de recharge $, cette semaine, puis c'était plus comme une petite review. On se l'est fait donner. On l'a donné à un de nos auditeurs qui nous a permis de l'essayer sur son RAV4 Prime. Puis là, on a eu toutes sortes de commentaires. Fait qu'on va les adresser rapidement. Oui, la borne, elle est certifiée UL. Fait que c'est un produit sécuritaire, là. Il est vendu sur Amazon si vous voulez l'acheter, là. C'est disponible là, donc chez des commerçants normaux. Donc oui, c'est sécuritaire. Non, on n'est pas payé. On se l'est fait donner puis on l'a donné à quelqu'un d'autre. Puis on a eu beaucoup de commentaires sur le format. On pense que en fait, ce qu'on comprend, c'est que vous aimeriez des vidéos plus techniques, plus longues, puis qui incluent la performance en hiver principalement. Est-ce que le câble demeure souple à basse température? Fait qu'on va vous s'assurer que les prochaines vidéos de borne sont en lien ou plutôt alignés avec vos attentes. Fait que soit on les amènera dehors l'hiver, soit on les mettra dans le congélo et on vous dira s'ils restent flexibles. Bref, c'est ça. On a eu vos commentaires, on les a entendus, puis on va s'assurer que la prochaine vidéo est plus alignée sur vos besoins. Deuxième mea culpa. On a fait des spéculations sur les causes du prix de remplacement des batteries de Ioniq 5. On a un petit intermède d'Alexandre causé par mon chien Lancelot. Donc, on va revenir à notre sujet, les batteries de Ioniq 5 et les coûts de remplacement. Il y a un représentant de Hyundai qui a vu notre podcast. Par hasard. Qui nous a écrit. Par hasard, en fait. Puis le courriel est allé dans nos courriels, fait qu'il y a une chance qu'on l'a vu. Une chance. Quelques jours en retard. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, d'abord, il nous remerciait de remettre un peu les pendules à l'heure puis de mettre de la perspective autour de ça. On posait l'hypothèse, nous, que le coût de remplacement était élevé parce qu'en fait, Hyundai n'a pas nécessairement l'intention de remplacer ces batteries-là, puis que ça mène en fait à la déclaration de perte totale des véhicules, fait que les batteries ne sont pas remplacées. Semble-t-il que l'explication de Hyundai Canada, c'est plutôt que le coût de remplacement a été calculé automatiquement par leur système ERP ou système de gestion des composantes, puis qu'il y a eu une erreur, puis bon, c'est l'explication qu'ils nous ont donnée. Ça demeure dans le domaine du possible, quand il y a des composantes rarement utilisées en remplacement. Des fois, dans un système ERP, il y a un certain nombre de facteurs qui sont entrés en ligne de compte dans le calcul du prix. Puis ça peut arriver qu'il y ait besoin d'avoir quelqu'un qui ajuste le prix manuellement pour que ça fasse du sens dans la gamme si le calcul automatique n'est pas approprié, parce qu'il y a évidemment des dizaines de milliers de composantes dans un véhicule. Puis il n'y a pas nécessairement un gestionnaire qui s'assure d'établir un prix au marché qui fait du sens pour chacune de ces composantes-là. C'est correct qu'il y en ait un grand nombre qui soit calculé automatiquement. Dans le cas de la batterie, évidemment, ça ne faisait pas de sens. Donc, semble-t-il qu'ils ont corrigé le tir. Fait que s'il y a des bref, on s'attend à ce que ça devienne un non-sujet là, dans le futur. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Non, puis je suis content que quelqu'un de Hyundai, en fait, c'est la personne qui s'occupe là, des communications de Hyundai Canada pour le Québec, là, puis même de la flotte de presse. Fait on a peut-être craqué le secret de Hyundai. On va peut-être avoir des véhicules de la famille Ioniq avec nous bientôt, donc on a les droits croisés. Mais évidemment, à suivre. Mais dans le fond, c'est le fun. Là. Dans le fond, il a remis les pendules à l'heure. Puis c'est ça, c'est bien. On a maintenant terminé nos 2 petits mea culpa, un peu comme GM, mais on peut revenir au sujet principal, Alexandre. Donc, les PHEV. Fait que là, on a quelques hypothèses. On pense pas que c'est la Volt qui va revenir. Hein? Malgré que la Volt, c'est quand même une auto qui avait
un culte autour d'elle. Il y a beaucoup de gens qui aiment leur Volt. Il y a des gens j'avais un collègue qui me disait « Ah, moi j'avais une Volt première génération, je l'adore. J'ai reçu ma Prius Prime, c'est de la merde. J'aimerais ça. » Bref, Ben, c'est une blague, là. C'est pas comme ça qu'il l'a dit. Mais bref, il aimait le fait que la Volt, c'était une hybride branchable, mais c'était d'abord une voiture électrique, alors que la plupart des hybrides branchables sont d'abord un véhicule à essence électrifié. Fait qu'il y avait cette distinction-là. C'était essentiellement une voiture électrique avec un prolongateur d'autonomie, alors que la plupart des hybrides branchables sont des voitures à essence avec un système à hybridation très forte. Donc, il y avait cette distinction-là. Puis là, ce qui est vraiment intéressant dans ce que GM nous a dit, c'est qu'il n'allait pas comme lancer un nouveau modèle, mais qu'il allait plutôt aller chercher dans leur portfolio international de véhicules quelque chose qui existe déjà pour nous l'offrir, ce qui va évidemment leur permettre d'être plus rapidement au marché. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Qu'est-ce que tu crois que GM va sortir de son chapeau? Ben, moi, je pense que, premièrement, tout ça est vrai. Puis ça va probablement venir du marché chinois. Je m'explique. En Chine, le marché des PHEV est quand même assez gros. Le marché des véhicules électriques est immense. Mais le marché des PHEV est très gros, comme en Europe. GM, c'est comme majoritairement retiré de l'Europe là, avec la vente de Opel et Vauxhall au groupe Stellantis, qui est devenu Stellantis par après, peu importe. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qui reste international chez GM? Le groupe en Corée et le gros groupe en Chine qui s'appelle, puis là, dans le fond, c'est comme on en dit en anglais, des joint ventures avec le gouvernement, SAIC, Wuling, blablabla. GM a 2 PHEV assez récents dans sa gamme, qui est la berline, la Wuling Starlight, qui est un véhicule intermédiaire avec un moteur 1.5 litres 4 cylindres, une batterie de 20.5 kWh, donc un PHEV dans le style de la Prius Prime ou dans le style du RAV4 Prime. Et aussi, quand on gratte un peu, on sait que la nouvelle génération du Chevrolet Equinox, qui a été lancée la semaine dernière par GM Canada, qui ressemble beaucoup au nouveau Traverse, va être disponible en Chine aussi. Et aussi, lorsqu'on gratte un peu, puis on a un article là, d'un site GM Authority, qui est un peu un site là, un peu comme Drive Tesla Canada, là, qui se concentre sur une marque puis qui fait le tour de toutes les rumeurs autour. Bien, le Chevrolet Equinox, dans sa plateforme et sa forme actuelle que nous, on a vue, là, dévoilée par GM, bien, ça va être un PHEV avec la même motorisation que la berline Starlight en Chine. Donc là, faisons un plus un. C'est quoi le créneau le plus populaire en Amérique du Nord pour les véhicules, Gabriel? Les VUS compacts, évidemment. Et voilà. Les véhicules les plus populaires, c'est les camionnettes planiradeurs, mais le segment le plus populaire, ce sont les VUS compacts. Donc, est-ce que GM pourrait juste rapatrier, ou dans le fond, est-ce que GM pourrait juste exporter de la Chine des Chevrolet Equinox PHEV qui ont été un peu modifiés pour être homologables en Amérique du Nord, puis blablabla, parce que des véhicules faits en Chine, ça existe. Le Canada est majoritairement fourni par l'usine de Shanghai pour Tesla, donc les modèles 3, les modèles Y. Il y en a un peu qui viennent des États-Unis, mais les modèles 3, la plupart du temps, ça vient de la Chine. La Honda Fit a longtemps été faite en Chine. Aussi, personne ne s'en est rendu compte, d'ailleurs. La Fit, là, c'était la meilleure voiture de son segment. Une des premières voitures qui venait de la Chine en Amérique du Nord, dans le temps, là, 2012, 2013, 2014. Aussi, 2-3 modèles Buick qui sont faits en Chine exclusivement depuis plusieurs années, dans les mêmes usines que probablement que l'Equinox PHEV va être fait. Donc, GM est déjà équipé pour faire ça. Donc, pourquoi pas? À la fin, c'est ce que je me dis, pourquoi pas? Je crois qu'il y a peu de chances que ce soit une berline parce que c'est un segment beaucoup moins populaire. Je pense que ton hypothèse avec le Equinox PHEV, ça fait plein de sens. Fait qu'une batterie d'à peu près 20 kWh, ça donnera une autonomie quelque part dans les 60 à 80 km. Je pense que ça fait plein de sens. J'ai vraiment hâte de voir ça d'ailleurs. Puis là, ce qui est un fait intéressant, puis là, on tombe comme dans les trucs plus... on gratte, là, c'est que si notre théorie s'avère vraie, que c'est un Chevrolet Equinox, PHEV, version faite en Chine, alors là, qu'est-ce qui arrive aux États-Unis, Alex, avec les subventions? Pas de subvention. Non, si le véhicule est fait en Chine avec une batterie faite en Chine. Puis là, ce que ça nous dit, c'est que si le véhicule est fait en Chine puis que la batterie est faite en Chine, il n'y aura pas de subvention aux États-Unis. Donc, ça va être un véhicule moins désirable aux États-Unis, à moins que le prix soit extrêmement agressif. Et donc, potentiellement, plus de disponibilité pour le Canada. Absolument. Et ça, Alexandre, c'est bon pour nous. Parce que
ce qu'on sait de GM, c'est que leurs véhicules électriques sont longs à arriver sur le Oui. marché. Tout ce qui est sur la plateforme Ultium. Mais là, il y a des Cadillac Lyriq de disponibles, mais les Blazer EV, ça au compte-gouttes. Je pense qu'ils en produisent 200 par semaine. Le Equinox, là. Puis, évidemment, le Silverado EV aussi. Là, finalement, il existe, il est lancé, mais il est reporté de 2 ans. Il n'y a pas de prix pour le Canada. Ça coûte 80 000 US, puis c'est pas mal ça pour un work truck. Fait que c'est essentiellement, le Blazer EV n'existe pas. Il y a juste le Lyriq sur la plateforme Ultium qui est disponible. Ça, puis les Hummer. D'ailleurs, il y a des disponibilités. Il y a des Hummer EV en stock chez des concessionnaires. Pour vrai? Au nouveau prix, parce qu'initialement, on s'était fait promettre un Hummer EV à partir de 80 000 canadiens, ce qui n'existe pas. Le moins cher que j'ai vu, c'est un VUS à 143 000. On s'entend que, Gabriel, on s'entend que 210 kWh, ça coûte quelque chose. Le prix, à peu près, là, c'est 140 $ américains par kilowattheure assemblé dans un pack, mis dans une voiture. Tu fais fois 212, là. Exactement. Donc, le Silverado EV à 53 000, là, hein, il n'existe pas. La batterie coûte 30 000. Combien crois-tu que ça va coûter, Alexandre, un Equinox PHEV 2025? Ben moi, je pense qu'à 44 990 au Canada, il rentre direct, bing bang, tu sais, à la même place que le RAV4 Prime puis que le Mitsubishi Outlander PHEV, qui sont très populaires. Le Mitsubishi Outlander PHEV, la disponibilité est bonne. RAV4, c'est plus difficile. Puis là, si GM arrive avec, tu sais, avec des ballons, puis on en a dans le cours, je te dis pas les premiers 6 mois de production, mais mettons qu'après 1 an, là, c'est juste un produit qu'on a tout le temps. Ah, là, ça va fesser fort. Très, très fort. Autant que personnellement, moi, je préfère les véhicules électriques parce que c'est des véhicules moins complexes. Puis c'est juste. Moi, je préfère les véhicules électriques, mais je comprends qu'il y a un public pour les PHEV au Québec. 100%. Puis je suis bien d'accord avec ceux qui en ont et sont très satisfaits. Moi, je dis, là, ça devrait être un auto. Là, il y a un modèle à 45 000, il y a un modèle à 50 000, puis tu as un modèle à 55 000. Exactement, c'est ça. Ça va être un LT à 45 000, 2 LT à 50 000, puis il va y avoir une version 2RS à 53 995. C'est ça ça va être quelque chose comme ça. Puis ça va quand même être un véhicule, bref, je pense qu'il va compétitionner. Parce que c'est un segment qui se rapetisse, en fait. Tu as le Escape PHEV qui disparaît. On a entendu dire que peut-être que Hyundai allait délaisser les PHEV. Hyundai Kia, on ne sait pas trop. Donc, RAV4 Prime, hein, c'est ça qui reste. Puis c'est le meilleur, mais tu peux pas en avoir un. Fait que peut-être que si tu commandes ton RAV4 Prime aujourd'hui, GM va avoir le temps de décider c'est quelle auto qu'il lance, la lancer, l'en livrer, puis que tu l'ailles avant. Bolt, Alex, il en livrait plus de 60 000 par année, ce qui est 2,5 fois le nombre de F-150 Lightning qui sont produits dans une année. Fait que GM sont capables de produire, à première vue, un bon nombre de véhicules électrifiés sur des plateformes de véhicules normaux. Fait que peut-être qu'ils sont capables de produire beaucoup d'Equinox PHEV. Je ne sais pas combien en produisent actuellement en Chine ou combien de véhicules PHEV produisent en Chine. D'ailleurs, on pourrait parler des PHEV oubliés de GM, Alex. La Cadillac ELR. Non. Te rappelles-tu de la Cadillac ELR? La dernière voiture qui avait la technologie de la Volt, c'est la Cadillac CT6 hybride branchable qui a fini sa carrière en Chine. Mais il y a eu 1 ou 2 années modèle en Amérique du Nord. J'en ai déjà vu une récemment. C'était un moteur 2 litres turbo, le 2 litres turbo qu'on voit dans les XT4, qui était attaché à une transmission Voltec, là, de la technologie de la Volt. Puis ça, c'était comme l'évolution du système PHEV de GM qui devait aller dans le Equinox PHEV Volt, mais GM a dit, tu sais, dans le fond, Tesla est arrivé avec la Model 3, puis GM a dit non, on va être full électrique. Fait que dans le fond, c'est comme si on a fait un saut spatio-temporel, puis on est revenu en arrière. C'est un peu fascinant. Exactement, parce qu'il y a 7-8 ans, ce qu'on se disait, c'est qu'il va y avoir un VUS hybride branchable sur la plateforme de la Volt. Puis là, jamais arrivé. Puis là, finalement, on revient là. Je pense que GM le fait, entre autres, parce qu'ils ont des difficultés de production au niveau de leur véhicule électrique en ce moment. Ça prend plus de temps à lancer leur modèle à grande échelle que ce à quoi ils s'attendaient. Donc, pour compenser, je pense que ce qu'ils vont choisir, c'est un modèle électrifié à haut volume qu'ils peuvent produire, par exemple, en Chine. Le Equinox, ça serait sûrement un choix. Je ne sais pas si j'en aurais un. Il va falloir voir c'est quoi la techno, puis comment. Bref, est-ce que c'est un bon véhicule, est-ce que c'est pas un bon véhicule? Si c'est vraiment un véhicule électrique avec un prolongateur d'autonomie, là, il va être assez unique dans son segment, puis ça va sûrement aller chercher plein de propriétaires de Volt qui ont envie de changer. Fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Là, évidemment, on est tout dans la spéculation. C'est des choses
qu'on suppose, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, là, parce qu'on l'a vu là, avec la vidéo de la borne, vous pouvez nous l'écrire dans les commentaires. Nous, ça nous fait plaisir. Le but, en fait, là, de plus de millage, là, nous, on veut juste produire du contenu que vous aimez. Fait que si on apprend qu'il y a des choses différentes que vous voulez, on va le faire. Là, j'ai des petites infos là, de la Wuling Starlight, l'auto on soupçonne, qui va donner sa mécanique à un autre véhicule. La batterie de 20,5 kWh est LFP. Mais ça me surprend pas parce qu'il y a tellement de capacité de production de batteries LFP en Chine, parce qu'en fait, à peu près presque toutes les voitures électriques en Chine sont LFP, le milieu de gamme. Là, je ne sais pas si c'est réellement autant performant qu'une batterie lithium-ion pour un véhicule hybride branchable, mais ça a une longue durée de vie, puis ça peut faire plusieurs cycles. Fait que je pense que c'est quasiment mieux une batterie LFP. Sauf que ce que ça veut dire, c'est que ça prend une très bonne thermorégulation pour vraiment bien fonctionner au Québec, là, parce que c'est des batteries qui, à plus basse température, ils ne fonctionnent juste pas. Les véhicules LFP vendus en Amérique du Nord, en ce moment, il y a juste les Tesla puis un modèle de Mach-E. Puis dans le fond, si la thermorégulation est bonne, tu t'en rends pas compte. Mais ça, c'est un point super important, il ne faut pas oublier. La Bolt va arriver LFP bientôt. On peut penser que le fournisseur de batterie va être CATL, parce que c'est comme eux là, qui font le plus de batteries, ou BYD, là, mais ça dépend. Là, mais... En ce moment, il n'y a pas de fabrication de batteries LFP en Amérique du Nord. Il n'y en a pas. Exactement. Les batteries CATL, c'est les grosses batteries prismatiques qu'il y a dans les Tesla Model 3 LFP. Puis au niveau de la thermorégulation, là, il va falloir voir l'architecture de ce véhicule-là, comment elle est faite, s'ils sont intelligents, puis que le système de refroidissement de la batterie et le système de refroidissement du moteur... En fait, ça ne doit pas être le même liquide de refroidissement, parce que clairement, ce n'est pas les mêmes températures cibles. Mais si on était capable d'utiliser l'énergie thermique du moteur pour réchauffer la batterie, puis avoir, mettons, un cycle de démarrage où tu fonctionnes avec le moteur à essence, et tu réchauffes la batterie jusqu'à un point de fonctionnement pour ensuite pouvoir rouler sur la batterie, il y aurait des choses capotées à faire, mais on n'a aucune idée si GM va faire ça ou si ça fait partie. Il y a quelque chose que je voudrais demander à nos auditeurs, là, que je ne sais pas. Autant que j'ai une bonne compréhension du système de la Volt, là. La climatisation, c'était-tu une thermopompe? Je pense pas. Hein. C'était du chauffage résistif puis une air climatisée. Une air climatisée, c'est une thermopompe, mais elle n'était pas réversible. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je ne le sais pas. Je vous pose la question. Ceux qui ont des bols, dites-moi là. Mais je soupçonne que c'était un système similaire à la Bolt, chauffage résistif et air climatisé normal. Mais vous me le direz parce que dans un PHEV, je pense que c'est ce que Toyota fait le mieux, là, avoir la thermopompe. Puis vous savez, hein, le CX-90 PHEV aussi a une thermopompe, mais Mazda ne l'a jamais dit. Puis moi, quand j'ai posé la question à Mazda pour l'avoir essayé, ils me disent « Ouais, on a une thermopompe. » Je dis « Mettez ça sur votre site web, mais... » Tu sais, ça paraît qu'ils ne sont pas habitués. Hein? Oui, mais Alex, je pense que... Je comprends que toi, puis un certain nombre de nos auditeurs, c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment. Je pense que pour la plupart des gens, ils vont regarder les specs, puis la performance de la thermopompe va se traduire dans le mais là, tu parles de thermopompe. Là, on est quoi? Là, on est le 31 janvier 2024. Là, j'ai le BZ4X dans l'entrée en avant. Là. BZ4X traction, un LE avec la batterie Panasonic, donc le fameux BZ4X qui est mieux que le BZ4X 4 roues motrices. Puis là, j'ai fait quelques tests parce que probablement, je vais faire un défi 500 km en BZ4X. Dans le fond, ça, c'est une torture totale, mais ça va être intéressant. Quelque chose que, je vous donne juste un petit aperçu, quelque chose de vraiment impressionnant avec le BZ4X, autant que ce n'est pas un véhicule que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment efficace. Vraiment efficace. Est-ce que la recharge rapide est-tu bonne? Non. Mais la thermopompe est tellement efficace, hein, c'est impressionnant. C'est la première voiture électrique que j'ai chaud. Tu sais, j'ai jamais gelé dans une voiture électrique. J'ai toujours laissé la climatisation automatique. Oui, vous me voyez dans un défi 500 km, j'ai toujours mon manteau, mais je serais dans ma voiture à essence. J'ai toujours mon manteau quand je conduis. Je n'enlève pas, OK? Mais dans le BZ4X, là, j'ai chaud. Même tout à écho, puis c'est vraiment... Je vais vous montrer plein de choses. Là. Autant, je suis très critique de Toyota. C'est la première fois que je me suis dans un véhicule électrique où c'est comme le buffet. C'est un buffet. C'est un buffet là, à volonté de chauffage. Puis la consommation, là, j'essaye de vider la batterie pour pouvoir faire une recharge rapide réelle, complète pour tester. Là. J'ai la climatisation à maximum, le fan, toutes les surfaces chauffantes allumées, là, puis je fais 25,4 kWh par 100 km. Je ne suis pas capable de monter ça plus haut que ça. Je suis comme, OK, c'est capoté. Mais c'est vraiment efficace. Impressionnant. Ben, écoute, c'est excellent. Puis, tu sais, je veux dire, je l'ai essayé, puis moi aussi, je trouvais que c'était pas un si mauvais véhicule que ça. Je pense qu'au niveau de la recharge, il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise expérience parce que c'était vraiment pas à la hauteur initialement.
Toyota semble avoir fait des changements, à savoir si ça a été payant. Mais je pense qu'il arrive avec le BZ4X, c'est que c'est pas un bon véhicule électrique, mais fondamentalement, c'est pas une mauvaise voiture non plus. Puis le comparable, c'est probablement plus la Bolt. Si tu compares un BZ4X et la traction. Je vais dire Bolt, de quoi, là? Ben là, finalement, ça fait du sens. C'est pas un mauvais véhicule électrique. À première vue, là, la seule version du BZ4X qui devrait être disponible au Canada, c'est la version traction LE puis XLE. That's it. Oui, OK, ça prend une version 4 roues motrices. OK, oui, peut-être. Là. Va t'acheter autre chose. Parce que la version traction est tellement meilleure que la version... Puis en réalité, pourquoi ils ne mettent pas l'autre batterie dans... Je le sais pas, OK, on ne connaît pas le secret, là. Mais ça fait qu'on est jeudi. On est jeudi aujourd'hui? Non, on est mercredi. On est mercredi, je l'ai ramassé lundi. C'est pas intéressant. Hein? C'est pas fabuleux, ça n'a pas changé ma vie, mais je veux dire, c'est tout à fait correct comme véhicule électrique. Je suis même surpris. Ça m'a vraiment surpris. Moi, j'y allais de reculons, puis là, c'est correct. Mais le défi 500 km, ça va être intéressant. Bon. Excellent. Écoute, on va voir ça. Fait qu'on va vous avez juste à nous suivre dans nos prochains épisodes de Plus de millage. Fait qu'Alexandre, on se dit à la prochaine.